On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux Apple Store et aux revendeurs historiques de la pomme. Tout de suite, c'est le sommaire. Les revendeurs d'Apple sont en colère et ils le font savoir. Un collectif de salariés de l'enseigne ICLG a manifesté jeudi devant l'Apple Store de l'Opéra à Paris. Ils souhaitent dénoncer l'attitude du constructeur qui, je cite, détourne leur clientèle, ne livre plus de matériel et les empêche d'ouvrir de nouveaux magasins. Alors que les Apple Store, les boutiques officielles d'Apple, ne désemplissent pas, ces dernières profitent-elles d'un traitement particulier? Quel avenir pour les revendeurs historiques? Débat, on refait le Mac, épisode 90, Apple Store, la mort programmée des revendeurs. Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur le portail high-tech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCreate. Avec moi autour de cette mosaïque numérique, Alexandre Lenoir du magazine iCreate. Bonjour Alexandre. Salut Olivier, comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va, les locaux sont bien chauffés, donc, et en plus on fait ça 2 jours, donc c'est le bonheur. Oui, on s'est un peu gelé les pieds à midi. Hein. Oui, il y avait une petite manif, mais on va en parler. Autre chroniqueur dont on refait le Mac, c'est Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, apparemment il faisait froid, je sais pas où vous étiez, mais ça va l'air extrêmement désagréable. On était devant l'Apple Store de l'Opéra, où il y a eu donc cette fameuse manifestation des revendeurs historiques, mais on va en parler, et surtout on va en parler avec Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, alors d'abord, j'étais pas à cette manifestation. Ben non, toi t'es jugé parti là. Oui. T'aurais été repéré tout de suite. C'est vrai, et 2, écoute, je suis en pleine forme, j'ai autant de vitalité que les rumeurs sur l'iPad 3. Oh c'est chaud les rumeurs sur l'iPad. C'est pour dire, c'est pour dire, je pète le feu. Hein. Bon, t'as bien de la chance, on aimerait pouvoir en dire autant. Messieurs, alors rien ne va plus entre les revendeurs d'Apple historiques, les fameux APR, les Apple Premium Resellers, et le constructeur de Cupertino. Les relations se sont enveninées au fil des années, notamment depuis l'arrivée de l'Apple Store en ligne et des magasins en dur, les Apple Store, les magasins en nom propre d'Apple. Ça fait des années qu'en off, les revendeurs agréés d'Apple, les APR donc, nous disent qu'ils sont en colère contre Apple, qu'ils s'inquiètent de la montée en puissance des magasins d'Apple et de la baisse chronique de leur marge, sans parler des retards de livraison, j'en passe. Ça y est, ça bouge enfin. Une colère sourde qui a fini par exploser aujourd'hui avec une manifestation d'un collectif des salariés du groupe Hibiscus qui a manifesté devant l'Apple Store de l'Opéra à Paris. Je vous propose d'écouter Patricia Alouche, qui est une salariée du groupe Hibiscus, qui nous explique un petit peu les revendications du jour. Les Apple Store existent ici depuis 2009, mais nous avons défendu leur marque, nous avons mis en avant leur marque depuis, je vous dis, pour ma part depuis 20 ans, pour la société depuis 30 ans. Donc nous sommes des porte-parole d'Apple depuis cette époque-là. Ensuite, Apple, sa stratégie est peut-être d'implanter plein d'Apple Store au détriment des boutiques comme les nôtres, mais il nous impose un tel cahier des charges qui est très lourd, des travaux, Alors, on est dans une situation où on se dit, est-ce que en ne pouvant pas proposer de produits à nos clients, est-ce qu'il faut investir? On a vu toutes sortes de hauts, de bas, on a vécu tous les moments, les bons moments d'Apple, mais les moments difficiles aussi d'Apple, et Apple a toujours su compter sur nous. Aujourd'hui, on subit cette stratégie d'Apple, on la vit au quotidien. Apple détourne nos clients en ne nous livrant pas de produits. Donc nous sommes dans un contexte où nos commerciaux doivent faire des démonstrations, puisque nous avons bien le matériel en démonstration, doivent faire des démonstrations de produits, et pour pouvoir vendre, pour pouvoir
Store. Les pénuries sont organisées. Je vous donne des exemples. L'iPhone, on n'en a jamais eu. L'iPhone 3, 4, 4S, on n'en a jamais eu. Et pourtant, on a l'obligation de former tous nos commerciaux sur ce produit. On n'en a jamais eu. Quand il y a la sortie de l'iPad, on en a le premier jour quelques pièces, mais une quantité infime. Ensuite, pendant 3 mois, on n'en a plus du tout. On continue à faire les démonstrations, on continue à accueillir le client. En revanche, on lui dit non, je suis désolée, je ne peux plus vous le vendre. Il faut aller le télécharger sur l'Apple Store en ligne. Parce que nous ne pouvons plus exercer notre métier comme il convient. Notre métier, c'est d'avoir un contrat avec Apple. Apple nous livre dans les mêmes conditions qu'il livre l'Apple Store. Et là, il n'y aura pas de problème. Nous voulons adresser ce message à Tim Cook. C'est très important qu'il ait ce message parce que nous ne pourrons plus tenir malheureusement. Donc voilà, nous sommes jeudi soir, hein, il est 17h20, l'enregistrement a lieu donc dans les conditions du direct. On a fait donc cette interview il y a quelques heures seulement. Quelque part, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. On sent bien que la pression est de plus en plus forte autour des Apple Store. Cette semaine, un autre APR a annoncé qu'il était en dépôt de bilan. Hein, c'est la société UCAS, hein, selon Channel News, dans la région Rhône-Alpes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur les Apple Store pour rappeler, pour ceux qui ne connaisseraient pas un petit peu la martingale de ces magasins. Aujourd'hui, hein, c'est 361 magasins dans le monde, un chiffre d'affaires moyen par magasin de 17 millions de dollars, ça tourne la tête. Et ça, c'est pour le dernier trimestre 2011. Monsieur, ils ont vraiment vocation à ouvrir partout, ces magasins. Aujourd'hui, ils annoncent Apple 40 ouvertures pour 2012. Pascal Cagny annonçait 20 magasins pour la France. Alors, est-ce qu'ils ont vocation à ouvrir partout? Absolument. Voilà, on ne peut pas faire une réponse plus claire que ça, et ils ont vocation à ouvrir de manière non concertée ou non synchronisée avec les autres canaux Apple, et notamment ces fameux revendeurs Apple Premium Reseller. Et c'est à partir de ce constat qu'on débouche à la manifestation qui a eu lieu aujourd'hui. Donc oui, il n'y a pas d'endroit réservé ou de sanctuaire à l'ouverture des Apple Store. Cédric, de mémoire, tu étais à l'ouverture, et Alexandre, vous étiez à l'ouverture d'un des premiers Apple Store, hein, c'était au Carrousel du Louvre. Donc Pascal Cagny, je le disais, a annoncé une vingtaine d'ouvertures. On en est loin aujourd'hui, hein, messieurs. Il n'a pas annoncé une vingtaine d'ouvertures. En fait, la question qui lui était posée, c'était combien il y aura d'Apple Store en France. Alors, il disait pour l'instant, vous verrez bien. Et quelqu'un lui avait posé la question plus finement en disant si on se compare à un pays comme le Royaume-Uni où le réseau des Apple Store est beaucoup plus développé, est-ce que on est deux pays à peu près comparables en termes de population, etc. Et Pascal Cagny avait dit oui, voilà. Enfin, je pense que oui, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas comparable. En gros, en Angleterre, on est à peu près à ce chiffre-là aujourd'hui. Hein, on est même à plus, je crois. Ouais. On est même à plus que ça. Mais moi, en voyant les images de la manifestation tout à l'heure, moi j'ai l'impression de voir les images des manifestations des sidérurgistes au début des années 80. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont morts, mais ils le savent juste pas encore. Mais si, ils le savent. Enfin, d'autant qu'en plus, il faut expliquer, les APR, ces Apple Premium Resellers, sont des gens qui signent des accords avec Apple, on va rentrer dans le détail, voilà, etc., sur les contraintes qu'on leur donne pour leur magasin, etc. Mais par exemple, aujourd'hui, vous êtes APR, vous voulez ouvrir un magasin, vous allez soumettre votre projet d'ouverture à Apple, qui va vous dire oui ou qui va vous dire non, justement, par exemple, pour ménager l'ouverture d'un Apple Store local. Aujourd'hui, il y a quasiment 2 magasins à Paris, 2 magasins, moins d'une dizaine de magasins en France, et un groupe comme Hibiscus, dont les salariés manifestaient cet après-midi, et donc c'est le plus gros, l'un des plus importants revendeurs de Mac en France et l'un des plus gros revendeurs privés, annonce 30% de ton chiffre d'affaires en moins, simplement avec une dizaine de magasins Apple. Ça te surprend, Alexandre? Non, c'est pas surprenant parce qu'ils sont situés à peu près au même endroit. C'est-à-dire que ICLG, historiquement, est né à Paris. Hein, Hibiscus, c'est historiquement le groupe ICLG. Oui. Voilà, ICLG, moi j'ai tendance à les appeler comme ça, c'est vrai que c'est Hibiscus. Moi je me souviens, c'était il y a 20 ans, la boutique elle devait faire 12 mètres carrés, c'était rue de Turenne, et d'ailleurs la personne que tu interviewais était une des premières employées du groupe, je me souviens très bien. Et eux, la stratégie d'ICLG, d'Hibiscus, c'était d'ouvrir dans des endroits plutôt beaux, passants, etc. Et c'est exactement ce qu'a fait Apple derrière. Donc c'est pas vraiment étonnant que Apple leur ait pris leur clientèle.
Surtout que les contacts, Monsieur X, les gens avec qui ils sont en relation, c'est plutôt des gens en France et des gens en Europe. Or, Monsieur X, les Apple Store ne sont absolument pas gérés par Apple Europe et Apple France. Non, ils sont dirigés directement et supervisés directement par l'organisation dite Retail des Apple Store aux États-Unis. Donc il n'y a pas de travail commun entre d'un côté les Apple Retail Store et de l'autre côté les gens chez Apple France. C'est-à-dire que ce n'est pas Apple France ni Apple Europe qui choisit l'implantation. Absolument, et il n'y a pas de concertation au niveau des conflits éventuels qu'il peut y avoir en termes d'allocation produits ou de promotion non synchronisée. Chacun vit sa vie dans son coin. À une petite, on n'est pas une. La priorité en toute chose est donnée aux Apple Retail Store. Ça reste une constante, mais on va y venir. Aujourd'hui, rien que les Apple Store, donc tu le disais, Monsieur X, c'est une entité à part. Mieux, quand on regarde les résultats financiers d'Apple, c'est carrément considéré comme un continent. Il y a les résultats financiers des États-Unis, les résultats financiers des Europes, de l'Asie, et les Apple Store, les Retail Store. Ça représente aujourd'hui 13% du chiffre d'affaires. On pourrait même penser que les filiales locales, et Apple France ou Apple Europe, auraient plutôt intérêt à aider les Apple Premium Resellers, puisqu'en fait leurs chiffres sont impactés sur leur chiffre d'affaires, plutôt que les APR qui, quand vous achetez un ordinateur là-bas, ça ne va pas sur les comptes d'Apple France ou d'Apple Europe, Monsieur X. Oui, mais encore une fois, ils n'ont pas la main dessus. Ouais, mais ils n'ont pas le choix. D'un côté, eux, ils ont plutôt intérêt à ce que le réseau historique se développe, messieurs. Non, oui, vas-y, mais Apple au global, c'est de quel côté il faut se rappeler, Olivier, quelque chose d'assez simple dans la vision commerciale d'Apple, qu'avait partagé, je crois d'ailleurs avec nous, Jean-René Cazeneuve, l'ancien DG d'Apple France, qu'on avait accueilli dans cette émission. La vision, elle est assez simple. Le marché des produits Apple au global, et c'est indéniable, se développe. Donc Apple, c'est une croissance de 20 à 30% supplémentaire tous les ans. Donc la vision d'Apple, elle est simple, elle est, grâce à cette croissance, il y a de la place pour tout le monde, et c'est vrai que vous, les APR, vous allez perdre un certain nombre de clients qu'on va attirer chez nous avec les retail stores, mais la croissance est suffisante pour que vous alliez chercher des nouveaux clients et des nouveaux territoires de business, et in fine, vous allez continuer non seulement à équilibrer votre chiffre d'affaires, et pourquoi pas continuer à vous développer. Il faut simplement réorienter votre business et réorienter peut-être les produits sur lesquels vous vous focalisez. Donc il y a de la schizophrénie, mais il y a de la place pour tout le monde, ce qui permet à Apple d'avoir un discours discutable, mais cohérent en tous les cas de son point de vue. C'est pas forcément le discours que tenait François Prudent, qui est le patron, le PDG du groupe Hibiscus, donc de l'enseigne plus connue sous le nom de l'enseigne ICSG, donc qui a publié qui a accordé plusieurs interviews. La dernière, c'est dans le Figaro ou encore dans les Échos récemment. Donc ça y est, enfin, les langues se délient un peu plus. On apprend quoi ? On apprend que les revendeurs historiques disposent de stocks très limités, alors que les Apple Store, eux, sont livrés en direct par les usines directement de Chine. Ça paraît fou. C'est quand même 15 magasins ICSG, près de 200 salariés. Est-ce qu'on peut, comme ça, du jour au lendemain, décider de ne pas livrer un magasin plutôt qu'un autre, Monsieur X ? Oui, on peut le faire. D'abord, il faut se rappeler, je crois que tu l'as dit, que dans les relations entre les APR et Apple, il y a une chose essentielle qui sont les contrats. Et les contrats d'Apple sont très bien faits. Et dans ces contrats, ce qui est permis aux APR... C'est-à-dire qu'APR les APR ne sont pas livrés par Apple, contrairement aux Apple Store, ils sont livrés par des grossistes, qui eux n'ont pas de stock. Voilà, donc tout ça est stipulé, entre guillemets, les APR sont pas pris en traître, même si ils prennent Apple en défaut sur les livraisons. Alors pourquoi tout ça ? On peut croire à la base que c'est pour les questions de marge et qu'Apple va faire plus de marge en vendant par les APR qu'en vendant par les Apple Store. Peut-être, mais je ne pense pas que ce soit la raison principale. La raison principale et l'obsession d'Apple, c'est ce qu'on appelle le turnaround time en anglais, ou le temps moyen de mise en vente des produits. Aujourd'hui, un APR commande un iMac à vendre, il va s'adresser par exemple à un grossiste comme Tech Data, qui l'a en stock ou le commande, ou Ingram le commande en Irlande. Le temps que la machine arrive chez le grossiste, puis arrive chez le revendeur, que le revendeur mette la machine en vente, qu'il y ait un client final qui paye, et ensuite que l'APR paye Apple, il peut s'écouler jusqu'à 2 ou 3 mois. Donc Apple fait la vente, mais Apple va avoir l'argent en caisse que 2 ou 3 mois après, sauf à faire de la facturage. Quand Apple vend cet iMac, ce même iMac, dans le Retail Store du Louvre, le Retail Store du Louvre est livré directement en flux tendu depuis, par exemple, l'Irlande, qui est le centre de dispatch européen d'Apple, et 3 jours après le départ de la machine iMac depuis l'Irlande, Apple encaisse le chèque du client final.
Donc, 3 mois pour toucher l'argent d'un côté pour Apple, côté APR, pour être caricatural. 3 jours quand ils vendent la machine dans le retail store. La différence, c'est quoi? C'est que l'argent qu'ils touchent d'un client final qui achète sa machine en retail store, ils placent à la banque. Et ça leur fait des intérêts. Là où vendre la machine par les APR, ça génère des frais financiers. Et la différence entre les deux, c'est peut-être 2% de frais financiers ou 3% de frais financiers. Quand on sait qu'Apple, c'est 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en France, 1% de frais financiers, c'est 50 millions d'euros. Donc plus je vends de machines dans les retail stores, plus j'encaisse l'argent rapidement, plus je fais travailler l'argent, plus j'ai de marge. Et c'est ça l'obsession d'Apple, optimiser le temps de mise en vente de ces machines, le réduire pour pouvoir placer son argent et faire des bénéfices financiers par-dessus. C'est vrai pour un iMac, mais on le voyait dans le papier des Échos, la plainte de ces revendeurs, c'est de dire surtout sur les nouveaux produits phares d'Apple, impossible d'être livré sur des iPads, des iPhones qui eux se vendraient beaucoup plus vite. Apple n'a pas livré à ICLG ni d'iPad 2 ni de MacBook Air durant tout le 3e trimestre. Quand même, c'est pour un des plus gros revendeurs de Mac en France, ça me semble assez catastrophique. Et au 4e trimestre, pas d'iPhone 4S livré. Donc, on l'a dit tout à l'heure en préambule, 30% de chiffre d'affaires en moins selon le PDG François Prudent. Ça n'a pas dû être facile. Je veux dire, des iPhone 4S, ils en ont fait que 37 millions. Oui. Non, d'un autre côté, la question à se poser, c'est est-ce que aujourd'hui, très honnêtement, Alexandre, toi, tu connais bien les revendeurs historiques, un acheteur lambda d'iPhone 4S va aller dans un APR, franchement, ou il va aller chez Orange, chez SFR, chez Bouygues, ou demain Free. C'est bien ça le problème. Et si demain tu veux acheter un iPhone 4, soit tu l'achètes nu et tu vas l'acheter en ligne, tu l'auras au bout de 2 jours potentiellement chez toi. dans un APR, mais bon. Potentiellement, tu vas aller à l'Apple Store parce que c'est joli et voilà, et tu vas acheter la coque en même temps. Soit tu vas aller chez Orange, SFR, Bouygues et bientôt Free, enfin Free dans les boutiques quand ils l'auront, et tu l'auras directement avec la puce qui va dedans. Donc tant que les APR voudront vendre de l'iPhone, ils n'y arriveront pas. Il faudrait qu'ils vendent des lignes avec. Ce serait éventuellement la seule solution, qu'ils soient revendeurs Orange, SFR, comme Phonehouse, et ils seraient peut-être livrés en iPhone dans ce cas-là. Mais là aujourd'hui, je vois pas l'intérêt pour un client d'aller acheter un iPhone dans un APR. L'exemple qui est donné dans le papier, c'est un faux débat. L'exemple qui est donné dans le papier, il est très parlant. Le fait qu'ICLG n'arrive pas à se faire livrer pendant 3 mois un iPad ou un MacBook Air, ça c'est problématique. Qui là sont des choses qu'on peut mettre en vitrine et vendre immédiatement aux clients. Oui, là, je pense que ce que je disais tout à l'heure, Apple c'est de côté de sa tartine est beurrée, donc je pense qu'ils sont malheureusement en train de livrer le dernier combat. Mais il reste plus que le procès parce que ça existe en France. Quand tu es dépendant économiquement d'un partenaire ou d'un fournisseur, si ce fournisseur t'empêche de bosser, surtout si les choses vont bien par ailleurs, parce qu'évidemment si Apple mettait la clé sous la porte, le réseau de revendeurs ce serait triste, mais voilà, je pense qu'ils en finiront juste au procès pour se faire indemniser. Donc on est quand même finalement en train de rentrer juste dans un jeu de communication qui va rien, parce que est-ce que vous pensez sérieusement que manifester devant l'Apple Store va arranger les affaires d'ICLG et des autres? Non, bien évidemment non, c'est juste pour faire du bruit et c'est pour anticiper un peu le procès qui viendra et qui servira à indemniser tous ces revendeurs qui eux vont perdre leur surface commerciale. Surtout Cédric, tu l'as dit, aujourd'hui il n'y a qu'un seul, c'est même pas le revendeur qui a manifesté, ce sont ses salariés, c'est un collectif de salariés, ce qui n'est pas la même chose, c'est important de le souligner, et que ils n'ont, et au-delà, il n'y a pas l'ensemble des revendeurs qui se sont alliés face à Apple. Les patrons n'étaient pas sur le trottoir à midi, on les a pas le dire quand même. Ils n'étaient pas là. On aurait bien voulu qu'ils soient là, mais ils n'étaient pas là. Et au-delà, on se pose la question pourquoi les autres vendeurs n'y vont pas. Et on a le sentiment qu'Apple a certainement, je parle au conditionnel, bien sûr, des moyens de pression qui fait que s'il parle, il risque d'avoir quelques soucis. Mais j'ai presque envie de me tourner vers Monsieur X, mais j'ai pas envie de l'embêter. Alors, messieurs, concrètement, pour me faire un petit peu l'avocat du diable, et Alexandre en est témoin, et Monsieur X en est témoin, on en parle depuis des années dans la communauté, dans la presse entre guillemets Mac, que le déclin de ces revendeurs historiques est inévitable. Pourquoi ces concessionnaires ne se sont pas préparés plus tôt à ce déclin, Monsieur X? Il y a des exemples concrets, mais pourquoi Apple impose un chiffre d'affaires exclusif autour des produits Apple aujourd'hui aux APR? Moi, je crois que le véritable biais ou la question un peu schizophrène, tu le disais, qu'ont eu à répondre ces revendeurs, c'est celle-ci, elle est simple. Bon, ils ont bien vu l'arrivée des retail stores, avant ça l'arrivée du magasin en ligne Apple qui leur faisait déjà beaucoup de mal, parce qu'il était aussi prioritaire, et puis qu'il bénéficiait de promotions
que n'ont pas forcément les revendeurs. Donc la question se posait pour eux, soit de continuer à être des revendeurs Apple quasi exclusifs ou en majorité Apple, soit d'être des revendeurs informatiques mixtes en vendant de l'Apple, du Sony et pourquoi pas du Toshiba. Et le problème qu'ils ont eu, c'est que d'un côté, sans doute ils voulaient faire ça, devenir des revendeurs mixtes, mais que de l'autre côté, les contrats que leur propose Apple les obligent à vendre quasiment exclusivement des produits Apple, ou en tous les cas à n'exposer quasiment exclusivement que des produits Apple. Donc ils se sont dit, on continue à y aller parce que Apple a le vent en poupe, parce qu'il y a des produits comme l'iMac, le MacBook, l'iPad. Puis ils ont leur clientèle, qui crée la croissance de toute l'industrie informatique aujourd'hui. Donc on bénéficie de tout ça et on va avoir des clients. Mais d'un autre côté, si on n'a pas des produits, on est foutu parce que on n'a quasiment plus le droit de vendre du Sony. Ou si on vend d'autres produits, on va peut-être avoir moins de marche arrière. Ou Apple va peut-être traîner encore plus les pieds à nous livrer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont jamais véritablement choisi. Et la plupart a continué à vendre quasiment des produits Apple exclusivement en disant de toute façon Apple va devenir raisonnable et des produits il y en aura pour tout le monde. Et bien Apple ne devient pas raisonnable et Apple enfonce le clou et je pense qu'ils auraient dû plus se méfier. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, justement, habile transition, monsieur X, ils auraient pu s'en apercevoir, puisque les États-Unis ont 10 ans d'avance sur la France en matière d'implantation de magasins. Il y a plus de 250 magasins aux États-Unis. Et il n'y a plus, aujourd'hui, Cédric, quasiment de revendeurs historiques comme en France. Il n'y a même quasiment plus, à part Best Buy, de gros revendeurs high-tech, spécialisés high-tech. Souviens-toi de CompuSA, notamment, qui a fermé ses portes il y a 2-3 ans. Il reste encore quelques trucs, des espèces de PC City, etc. Mais c'est vrai que ça va pas très loin. Tu te souviens, parce qu'on allait souvent à San Francisco, pas forcément ensemble, mais on y rentrait souvent, sur Market Street, à 2 pas d'aujourd'hui où est implanté l'Apple Store, il y avait l'un des plus grands CompuSA de la Silicon Valley qui était là-bas, qui était à 2 doigts de Macworld lorsqu'on s'y rendait, Alexandre. Il reste encore Best Buy, il reste encore Fry's, il reste encore tout ça. Le CompuSA en face de l'Apple Store, il a fermé. Le Virgin en face de l'Apple Store, il a fermé. Ça montre que quand même... sans qu'on puisse dire que les choses soient liées. Mais le CompuSA, on peut se poser la question, parce que si tu veux... Quand vous rentriez à l'époque dans le CompuSA, il y avait un étage pour Apple. Le Disney Store aussi, il a fermé. Je suis pas sûr que ce soit lié. Et le magasin Samsonite, pareil. Ça peut m'attrister, mais je peux pas mettre tout sur le dos d'Apple. Non, mais CompuSA, quand tu as un étage réservé à Apple, je me souviens les premières années, en 98-99, quand il y avait un étage complet et que personne n'en voulait à ces époques-là, souviens-toi de faire un étage réservé à Apple. Donc ces gens-là se sont quand même investis autour de la marque. Et je me souviens, lorsque l'Apple Store était en travaux en face, je discutais avec le directeur du magasin, il était assez défaitiste. Il me dit, on a peut-être un an devant nous, quoi. Bien sûr. Mais alors ainsi va la vie, c'est vrai qu'en plus les Américains, eux, se sont rabattus très très vite sur les ventes en ligne, qui marchent encore plus fort que chez nous. Ça couplé à un réseau d'Apple Store très très bien maillé, j'ai envie de dire, surtout dans ces régions-là, c'est-à-dire sur les deux côtes. Ouais, c'est plus facile à ouvrir là-bas qu'en France, effectivement. Je sais pas si c'est plus facile, non, c'est très cher, etc. Mais ils ont fait le choix parce que c'est leur marché local il faut se souvenir, moi je me souviens très bien, le lancement de l'iPhone 3G, où quand on allait à l'Apple Store de San Francisco, on avait donc évidemment des démos de l'iPhone 3G, sinon que la 3G passait pas dans le magasin. C'était en net. Bien. Vous pensez bien que je pense qu'un jour Steve a dû passer au magasin et a fait quoi ça? Vous êtes en Edge? Excusez-moi, passez-moi le CEO d'AT&T s'il vous plaît. Donc voilà, c'est leur marché local et c'est pour ça qu'il s'est développé aussi vite et aussi bien. Mais oui, bien sûr, les Français auraient dû regarder un peu ce qui s'était passé là-bas en disant c'est à peu près la sauce à laquelle on va être mangé et on voit mal comment il en sera autrement. Il y a une chose dont on se souvient pas, mais moi qui quand on la regarde avec quelques années de recul est assez hallucinante, c'est la keynote durant laquelle Steve Jobs présente l'Apple Store en ligne. C'est frappant parce qu'il n'y a pas grand chose de présenté dans cette keynote. Dans la même keynote, juste avant de présenter l'Apple Store en ligne, il montre des nouveaux espaces créés, je crois que c'était chez Best Buy, il me semble, des espaces Apple très détaillés avec des jolis meubles, etc. Dans la même keynote, il montre les deux. Et là, c'est là que les revendeurs Apple n'ont pas vu le loup entrer dans la bergerie. C'est là qu'ils auraient dû agir. Et ils l'ont pas fait. Il y a aussi des choses qui n'étaient pas prévisibles, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. C'est le fait qu'Apple, hormis ce message qui était il y a de la croissance pour tout le monde, vous allez perdre des clients, vous allez en gagner un autre,
voulait spécialiser ses canaux de distribution par type d'activité. Donc en gros, les retail stores, c'était les particuliers, et puis les APR, c'était plus les petites et moyennes entreprises, et puis les APR spécialisés éducation, peut-être les universités. Donc chacun avait sa typologie de business, et mieux, chacun avait sa typologie de produit. C'était aux revendeurs professionnels de vendre du Xserve, de vendre du Final Cut Pro, de vendre peut-être du Mac Mini, de vendre des services aux entreprises. Tout ça, toute cette partie business pro, produit, a disparu. Toute la valeur ajoutée logicielle dont parlait Olivier tend à disparaître parce que maintenant il y a l'App Store. Et puis aussi les Apple Store, là sont très très agressifs et maintenant ont des équipes pour faire du business pro et vont entre guillemets piquer le cœur des clients des APR. Et ça, c'était pas prévisible. Et c'est ça qui certainement aujourd'hui précipite la fin des APR. Alors effectivement, quand on interroge les revendeurs historiques, ils nous disent oui, Apple nous pousse depuis plusieurs années à nous concentrer sur les professionnels. Mais c'est vrai, tu l'as dit, Monsieur X, Apple est de moins en moins présent sur ce créneau-là, a de moins en moins d'ambition. L'arrêt du Xserve, le couac autour de Final Cut récemment, qui était un gros vecteur de vente de Mac et de logiciels. Et c'est historique, Cédric ou Alexandre, que les marges et notamment la vente directe et tout ça ont fait que finalement les petits revendeurs de quartier sont de plus en plus rares et que les marges se sont vraiment réduites sur les ordinateurs. Il est loin où les Macintosh étaient vendus 50 000 francs et que les revendeurs avaient 25 000 francs de marge. Résultat, aujourd'hui, les revendeurs les plus petits sont obligés de vendre autre chose avec les ordinateurs pour gagner de l'argent, parce qu'en gros, ils ne gagnent pas d'argent sur la vente d'un iPad aujourd'hui. Et s'ils ne vendent pas une housse ou s'ils ne vendent pas un logiciel avec, pour le cas du Mac, ils ont beaucoup de mal. Et les professionnels, c'était intéressant parce qu'on pouvait vendre un Final Cut. Et finalement, on se pose la question qu'aujourd'hui, le coût le plus dur qu'aient reçu les revendeurs historiques, plus que les conditions d'Apple qui se durcissent, on va en parler dans un instant parce que ce sont apparemment encore durcis sur les critères des magasins, c'est le Mac App Store, Alexandre. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on ne peut plus acheter de Final Cut Pro dans un magasin à 600 €, on l'achète en ligne à 200 € et la marge, c'est Apple qui l'a fait. Et la démo, on va la faire dans le magasin. Exactement, mais ça, c'est ce que disait Monsieur X tout à l'heure, hein. C'est tout à fait vrai. Mais là où les Apple Store, les APR peuvent faire quelque chose, et d'ailleurs certains le font, hein. Je vais citer une marque qui, je crois, s'en sort plutôt bien, enfin une enseigne qui s'appelle Macway, qui a très peu de boutiques, il doit en avoir 2 ou 3, le siège est à Strasbourg. Va sur le site de Macway et cherche un iPhone, il n'y en a pas, ils vendent pas d'iPhone. Ils vont vendre de l'iPad en pack avec un clavier, avec un machin, etc. Ils vont vendre de l'accessoire, ils vont vendre de la RAM 100 fois moins cher que chez Apple, ils vont faire leur business là-dessus. Ils vendent pas de logiciel non plus, effectivement. C'est une reconversion en fait. Ils ont compris que, elle a très bien marché. Que rester sur le créneau du Mac ou du hardware pur Apple, ça pouvait pas tenir. Ils ont commencé leur reconversion. Ils ont lancé leur propre marque, avec l'écosystème de l'iPod et tous les accessoires qui allaient avec. Et a priori, c'est eux qui ont eu raison. Et je pense moi que les APR aujourd'hui ont tort de chercher. Ils auraient dû le faire avant, mais maintenant c'est trop tard de chercher à faire de la démo de logiciel, ce genre de choses. C'est perdre du temps. Il ferait mieux de chercher des nouveaux business. Alors apparemment, Monsieur X, je ne veux pas dire de bêtises, mais si on en croit l'interview de François Prudent, les revendeurs ont de plus en plus de mal à avoir l'agrégation APR, Apple Premium Reseller, parce que les exigences d'Apple sont de plus en plus pointues. Donc rénovation de magasins pour que les magasins ressemblent, ce qui est paradoxal, de plus en plus aux vrais Apple Store. Il faut qu'ils soient en centre-ville, ils doivent disposer d'une superficie de 75 mètres carrés, inférieure à 200 mètres carrés pour ne pas faire de long, vous pensez bien aux Apple Store, d'une vitrine extérieure de 6 mètres carrés de long, ainsi que d'une hauteur sous plafond de 2,80 m, formation du personnel, un niveau de stock obligatoire quand ils sont livrés, et pour finir, c'est Apple qui choisit s'il peut ouvrir ou non, Monsieur X, mais ça semble complètement ahurissant tout ça. Et les gens signent le contrat APR, et ils disent merci à Apple, mais comment ils peuvent signer un contrat APR? T'as pas donné toute la photo là dans ce que tu énumères. Vas-y. Si évidemment tu remplis l'ensemble de ces conditions, tu vas être aidé par Apple. Hein. Tu vas être aidé par Apple éventuellement dès le départ. C'est-à-dire qu'Apple peut mettre de l'argent dans le développement du magasin, donc t'aider de manière financière. Va te fournir des machines, fournir des meubles, fournir de la PLV, des choses comme ça? Oui, ce qu'on appelle les fonds de développement marketing, qui va être en fait une remise sur tes futurs achats. On va te dire, voilà, tu reçois 20 000 € de fonds de développement marketing. La prochaine fois que tu passes une commande de machine chez Apple, tu défalques cet avoir de ta commande. Donc tu peux recevoir des fonds marketing. Les formations peuvent être
plus ou moins payantes. Donc c'est Apple qui peut se déplacer plus ou moins pour te former. La PLV, quasiment tout ou partie de la PLV va être gratuite. Et puis si tu respectes ces règles, tu vas aussi avoir un avantage à terme. C'est-à-dire qu'en fonction du chiffre d'affaires sur les produits Apple que tu vas faire dans l'année, on va te donner une remise supplémentaire sur ton chiffre d'affaires annuel à la fin de l'année. C'est ce qu'on appelle la remise fonctionnelle de fin d'année. Donc Apple ne fait pas qu'imposer. Apple vient apporter une aide aussi, un savoir-faire, des gens qui suivent l'implantation, des architectes, de l'argent tout de suite, de l'argent après, de la formation. Mais tout ceci ne sert à rien s'il n'y a pas de stock. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces magasins, n'ont pas de produits à vendre, et c'est Cédric qui le disait très bien, des fois, même s'ils avaient des iPhones à vendre, je pense que les gens ne viendraient pas chez eux pour acheter des iPhones. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'un métier de revendeur informatique avec les produits Apple, aujourd'hui à un métier de revendeur informatique, mais Apple n'est plus un constructeur d'informatique. Apple est un constructeur de combinés téléphoniques et de logiciels grand public qui ne correspond plus au savoir-faire de ces gens-là qui étaient habitués à vendre. Leurs grands succès commerciaux quand j'y étais, c'était vendre un Mac avec une imprimante Hewlett Packard, et mon plus grand succès commercial chez Apple, c'était vendre un Mac avec Microsoft Office préinstallé. Voilà. Et ça, c'est plus le métier d'Apple. Le métier d'Apple, c'est de vendre des iPhones et de vendre des apps par-dessus. Et ça sera pas dans les APR quoi qu'il arrive, même s'ils avaient les produits. Donc il faut qu'ils évoluent. Pourquoi là, Apple les aide peut-être pas. Ah non, pas qu'on puisse dire. Mais pourquoi alors cette issue d'Apple me suit, alors que finalement, tu le disais toi-même, ce déclin est inévitable entre la copie et entre guillemets l'original, les Apple Store. Les gens vont dans un magasin, on le voit à l'Opéra, peut-être que c'est un magasin un petit peu particulier, mais ils vont comme dans une église aujourd'hui. Alors pourquoi Apple a besoin de grossir le trait et de les enfoncer comme ça si le déclin est inévitable? Je comprends Mais pas. je suis pas sûr qu'il les enfonce. Pour moi, il les enfonce pas. C'est juste qu'il ne les intéresse plus. Tu vois, ces revendeurs sont un peu les vieilles maîtresses délaissées d'Apple. Bon, ils ont été très heureux ensemble, ils se sont beaucoup amusés, mais maintenant leur chemin se sépare. Il y a quand même un truc, c'est ce qu'on appelle la couverture de distribution. Aujourd'hui, il n'y a que 10 Apple Store, il y en aura 20 en France très certainement bientôt. Même avec 20 magasins, ça ne couvre pas toutes les grandes villes de France. Donc il faut absolument qu'Apple continue à avoir des Apple Premium Resellers. Il y en a encore un qui a ouvert récemment dans le Nord pour pouvoir couvrir toutes les villes de France et de Navarre où il y a un potentiel de vente, jusqu'à qu'un Apple Retail Store arrive. Mais il y a cette transition de la couverture de distribution qui est nécessaire, et ça, c'est les APR qui l'assurent. Mais c'est une transition, c'est un passage de relais entre les APR et les magasins en propre Apple. Le problème, c'est que ce relais, il n'est pas amical, c'est plutôt ce qu'on appelle le baiser de la femme araignée, un baiser de mort. Hein. Oui, mais M. X de là à définir une restricted zone, donc une zone réservée, c'est-à-dire qu'Apple peut dire non, vous n'avez pas le droit de vous installer. Comment on peut dire C'est pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est si tu y vas, tu n'auras pas d'aide, tu n'auras pas de subvention. Mais tu peux y aller quand même, hein. Mais Olivier, je suis désolé, mais est-ce que ces gens-là découvrent le monde de la grande distribution aujourd'hui? C'est pareil pour toutes les enseignes. Si demain tu veux ouvrir un Intermarché, tu vas pas l'ouvrir où tu as envie. Tu l'ouvriras là où Intermarché te dit je veux ouvrir un Intermarché. Et tu payeras pour avoir ta franchise, etc. etc. Voilà, je veux pas me faire l'avocat du diable non plus. Ces gens ont le droit de vivre. Mais on ne me fera pas croire qu'ils ne connaissaient pas les règles. Pourquoi maintenant, Monsieur X ou Cédric ou Alexandre, pourquoi maintenant cette action est enfin menée, alors que ça fait des années en off qu'on nous dit mais là on n'en peut plus, ça fait des années qu'on croise du temps d'Apple Expo, je me souviens, ça remontait quelques années, on croisait des grands patrons d'enseignes, de grandes enseignes de revendeurs Apple qui disaient mais on a un dossier comme ça sur Apple, on va leur faire un procès. Ça veut dire quoi? Mais parce qu'ils avaient peur. Non, mais maintenant ils sont tellement étranglés par Apple qu'ils n'ont plus le choix. Ils sont dos au précipice, donc soit ils sautent, soit ils se rebellent, mais c'est trop tard. Alors, et je pense que je vois même pas comment il va y avoir un épisode 2 à cette histoire. C'est-à-dire que je pense honnêtement que c'est plié. C'est-à-dire qu'Apple n'a même plus de produits à leur proposer qu'ils sachent vendre. Donc soit ils ont déjà changé de métier, soit ils l'ont pas anticipé et c'est mort.
Ouais, je me souviens, concrètement, il y a presque 5 ou 6 ans, un huissier d'ICLG qui s'était rendu à l'Apple Expo et qui constatait que sur le stand de l'Apple Store en ligne qui était là à l'Apple Expo, ils vendaient des machines au tarif étudiant à des gens qui n'étaient pas étudiants. Donc là, je me souviens, voilà, il y avait un huissier qui constatait ça et donc ça a été dans le dossier. Oui, mais tu sais, tu peux aller sur l'Apple Store en ligne aujourd'hui, te mettre dans la section étudiants éducation. Ce que je veux dire, c'est qu'apparemment le dossier il long depuis longtemps. La question que je pose, c'est le dossier est long depuis longtemps et c'est pourquoi maintenant, Monsieur X. Apparemment, donc ils vont attaquer ou ils attaquent, c'est pas très clair, pour abus de position dominante, concurrence des doigts et dépendance économique Apple. Concrètement, ont-ils des chances de gagner? Alors moi je pense que d'un pur point de vue contractuel ça va être compliqué pour eux parce que en droit commercial il y a quand même une chose qui fait foi, c'est le contrat qui te lie à la personne à qui tu achètes des produits, en l'occurrence Apple. Donc toi tu dois signer en tant que revendeur un contrat et c'est avant le 28 février de tous les mois. Et tous les revendeurs aujourd'hui APR ont ces contrats ou ont ces contrats signés, ou sont en train de les signer parce qu'ils ouvrent une autre boutique, mais ils ont signé ces contrats. Donc ils vont aller au tribunal, non pas en disant il y a un défaut de contrat, qui serait la raison principale pour laquelle ils pourraient gagner, mais en disant les clauses des contrats ou l'interprétation qu'on peut faire des contrats, ou l'interprétation qu'en a fait Apple est divergente de la nôtre. Donc ils vont y aller en disant Apple ne respecte pas ses contrats, ou on a été induit en erreur. Mais tu vois, ça va être de l'interprétation, et ça va être très très compliqué, parce que Apple, ses contrats sont blindés de chez blindés. Donc ça sera forcément long, avec beaucoup d'obstructions, beaucoup de contre-arguments d'Apple, et la défense de base d'Apple, ça sera on a des contrats, et ils sont signés. Comme l'ont vécu les revendeurs aux États-Unis qui ont fait qui ont poursuivi Apple en 2004 et voilà, c'est toujours pas terminé. Certains d'ailleurs ont retiré leur plainte, on ne sait pas trop comment. Je pense qu'Apple a fait un chèque, mais c'est vrai que le temps il est plutôt du côté d'Apple malheureusement, et pas celui des revendeurs. On ne sait pas s'ils seront encore là au moment où la décision sera donnée. Concrètement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté d'aller vers une il y a une rumeur, beaucoup de possibilités de rachat par Apple de certains réseaux de magasins. Est-ce que ce serait pas une solution pour Apple d'ouvrir? Mais non, c'est trop petit pour eux, c'est trop petit. Ils vont pas ouvrir des Apple Store de 75 mètres carrés. Aucun intérêt, ça n'arrivera pas. Ouais. C'est pas assez qualitatif pour eux. À moins d'une boutique dans un grand centre commercial qui se libère, mais ils achèteront. L'enseigne sera même pas propriétaire des murs, donc voilà, ils prendront le relais. Mais 100%. Dernière possibilité pour ces revendeurs, ce serait peut-être de mener une class action aux États-Unis. Vous y croyez également? Une class action, c'est une action en non collectif, c'est un an en France, mais non, ils ont beaucoup plus de chances d'attaquer Apple sur le thème de la dépendance économique qui là est réel. Ouais. Même si là il faudra revoir les contrats, mais non, une class action aux États-Unis, on se fait plaisir quand on raconte ça, mais honnêtement, je pense que et c'est ça le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que ça fait des années qu'on dit tous la même chose et moi je sais pas, si aujourd'hui j'ai envie de m'acheter un MacBook Air ou autre chose, je vais pas aller voir un vendeur Apple, je vais aller voir une Fnac ou je vais aller voir un Apple Store ou je vais aller voir en ligne, et cet état de fait là il date pas d'hier, quoi. Tu parles de la Fnac, Cédric. Monsieur X, on a beaucoup parlé de tension. Ça se réchauffe, ça se refroidit. En ce moment, ça semble plutôt chaud, plutôt agréable entre Apple et la Fnac. Est-ce que la prochaine cible d'Apple, ce ne serait pas justement la Fnac à l'avenir, puisque c'est un concurrent direct, la Fnac Digital notamment, à Paris, Bourg-Saint-Germain? Non, mais les relations entre la Fnac ou Darty ou Surcouf, donc les retailers, ce qu'on appelle la distribution spécialiste, et Apple, est de même nature que la relation entre Apple et les APR. La seule différence, c'est que quand on est la Fnac, on a 80 magasins plus le magasin en ligne Fnac.com, on a un poids d'achat beaucoup plus fort, et puis on représente quelque chose. C'est-à-dire que quand la Fnac met un produit en vente, le référence et l'expose de manière correcte, on s'assure d'un volume de vente minimum. Ça reste une référence en termes de recommandation. Donc Apple a encore un peu besoin de la Fnac, mais dès qu'Apple aura plus besoin de la Fnac, ça sera exactement la même chose. Et la Fnac a pas forcément des meilleures conditions que les APR. Ils vont avoir un peu plus de remise arrière parce qu'ils font plus de volume, mais cette marge arrière supplémentaire qu'ils vont avoir de la part d'Apple parce qu'ils font beaucoup de volume, admettons sur l'iPad, ne comble pas l'écart de marge que la Fnac peut avoir quand ils vendent un produit de chez Acer.
Par exemple, donc là aussi, il y a un espèce de jeu schizophrénique à la Fnac où ils disent avoir des produits Apple, on s'éclate pas avec ça en termes de marge, mais il faut les avoir parce que si on n'a pas d'iPad à vendre, les gens vont plus venir chez nous et ils vont plus se balader dans les autres rayons. Donc c'est un produit d'Apple, c'est un produit obligatoire. Mais par exemple, si on tire la corde un petit peu plus loin, dans l'hypothèse où Apple fera une télé un jour, la Fnac est forcément partagée par l'arrivée de ce produit parce qu'il sera encore plus dépendant vis-à-vis d'Apple. Et on sait que quand on rentre en négociation commerciale avec Apple, quand ils sont en position de force, et c'est le cas depuis des années, on perd. Bon, en tout cas, ça me rappelle un souvenir concret, c'était lors de l'inauguration de la Fnac Digital à Paris, à Boulevard Saint-Germain, c'était il y a quelques années, hein, ça ne nous rajeunit pas. Et à l'époque, le président de l'époque de la Fnac, du réseau de magasins, était là pour couper le ruban. Et je discutais avec lui après l'ouverture du magasin et je lui parlais des Apple Store. Le concept n'était pas encore très connu en France puisque Apple avait ouvert que seulement quelques magasins aux États-Unis. Il venait juste d'ouvrir le fameux magasin à Soho à New York. Et je lui ai décrit un peu l'endroit et je l'ai vu devenir tout rouge, quoi. Il était fou furieux. Il a compris le danger que représentaient les magasins et il a dit mais je vais aller voir. Et il avait vraiment peur à l'époque de voir arriver en face de son navire amiral, hein, de la Fnac Digital, un Apple Store Boulevard Saint-Germain, ce qui est toujours un scénario possible. Voilà, je crois qu'on a essayé de faire le tour d'horizon du débat sur les revendeurs. On va essayer de passer aux questions de Twitter. Question d'Hugo Scotch, Hugues33K. Pourquoi Apple met tant de temps à s'implanter en province, que ce soit à Strasbourg par exemple Parce qu'ils prennent leur temps, parce qu'il faut trouver quand même, quand tu regardes la qualité des magasins qu'ils ont ouverts jusque-là, ils cherchent des surfaces dans des beaux endroits, ils cherchent des grandes surfaces parce qu'ils ont un petit peu de stock, etc. Donc ça se trouve pas sous le pas d'un cheval, hein. C'est pas un kebab. Non, ils veulent être sûrs aussi du potentiel volume d'affaires qu'ils vont faire. Donc ils prennent leur temps. Voilà, c'est tout. Mais à chaque fois qu'ils implantent un Apple Store, ils font mouche. Donc c'est du temps pour mieux réussir. Il y a un témoignage, c'est intéressant. Hein, c'est de STR30 de David Queneau. Voilà ce qu'il dit. Je suis partagé car ravi de mon APR à Aix-en-Provence. Donc il habite Aix-en-Provence, entre Mac, il ne faut pas le noter. Même si je suis content de savoir qu'un Apple Store va ouvrir ses portes, surtout qu'il sera le seul designé vraiment par Cupertino. Enfin, c'est fou, quoi. C'est vraiment une réaction voilà, les gens préféreront encore aller dans l'original plutôt que la copie, encore une fois, messieurs. Oui. Normal. Oui. Mais tu sais, c'est le problème, entre guillemets, ou l'avantage de cette marque, Apple, c'est que les consommateurs n'ont pas une relation rationnelle avec elle, ils ont une relation émotionnel. Donc quand ils vont dans un Apple Store, ils ont l'impression de toucher un bout de Steve Jobs et de remplir un peu plus leur existence que s'ils achetaient un produit de chez Sony. Donc évidemment, s'il y a un retail store qui s'ouvre, ils iront dans retail store en achetant des produits là-bas et en ayant le sentiment de faire partie de la grande aventure Apple, alors que ce n'est qu'une entreprise. Et cette relation émotionnelle à l'entreprise reste pour moi très bizarre. On le voit avec d'autres entreprises, Free par exemple en France, qui déclenche des tonnes d'amour, alors que c'est qu'une relation commerciale normalement que les consommateurs devraient avoir avec la marque. Chaque fois qu'un Apple Store ouvrira, même les employés des APR risqueront d'aller acheter des produits là-bas si je charrie un peu. Hein. Bien, on va s'arrêter là pour les questions Twitter. On va passer directement au coup de cœur. Allez, on va commencer par Cédric parce qu'il est pressé. Cédric, quel est ton coup de cœur ce soir ? Il est pressé, mais il a trouvé un truc génial qui malheureusement ne sauvera pas la vie des Apple, enfin des revendeurs Apple. C'est une nouvelle machine qui sort cette semaine. Ça s'appelle le Raspberry Pi. Qu'est-ce que c'est que le Raspberry Pi ? C'est un petit ordinateur, mais même pour le coup réduit à sa plus simple expression. Un petit ordinateur, une petite carte mère d'ordinateur qui coûte $25. Pour $25, vous avez vraiment le cœur d'un ordinateur, le processeur, puce graphique, tout ce qu'il faut, de l'USB pour brancher des périphériques. Évidemment, c'est livré. Comme l'Apple 1 originel, quoi. On te livre la carte mère. Oui, c'est ça, mais avec assez de puissance pour regarder de la vidéo en HD. Enfin, vraiment, c'est l'ordinateur réduit à sa plus simple expression. Ça ne tourne pas sous macOS, mais ça tourne sous Linux. Oui. C'est une machine à moitié développée en Inde, mais quelques milliers d'exemplaires vont arriver là en Grande-Bretagne, où les gens pourront se les acheter. Moi, j'ai quand même envie d'aller claquer $25, allez, voire même 25 livres. Pour s'acheter une petite machine qui pourrait servir à faire des trucs chouettes, parce qu'évidemment il y a des gens qui vont développer XBMC, c'est-à-dire des systèmes de media center dessus. Tout à coup ça devient intéressant, mais là encore ça ne sauvera pas les revendeurs. Alexandre, quel est ton coup de cœur ce soir ? C'est une petite plaisanterie, mais c'est assez rigolo, c'est ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un iPhone. D'après toi ? Ouais, bien sûr, ouais. Je te le montre.
Ah, Voilà, c'est pas mon un nouvel iPhone. iPhone. C'est quoi? C'est mon nouvel iPhone. Il est pas cher, il coûte $40. Ah. Je vais pas dire où je l'ai acheté parce que c'est de la contrefaçon. Ouais. Mais c'est assez rigolo, on peut mettre 2 puces dedans. Ah, vas-y, montre-le bien à l'écran parce qu'on le voit pas très bien. Voilà. Vas-y, voilà. Recule-toi un petit peu l'écran, voilà, qu'on le voit. Ah oui, Voilà, d'accord. Il y a tu même vois, les antennes sur le côté. Ouais, Voilà, ça marche, tactile. ça marche presque comme un iPhone, hein, tu vois, tu peux faire défiler les trucs. Et voilà, donc c'est livré avec 2 batteries, on peut mettre 2 cartes batteries. SIM. Ah, tu peux changer la batterie. Ouais, 2 batteries. Et alors le plus marrant, c'est que pour le charger, on utilise ça. Énorme. Voilà. Alors on trouve ça en ligne, je veux pas dire où parce qu'encore une fois c'est de la contrefaçon, mais ça coûte $40 pour compris, ça vient de Hong Kong évidemment. Et il s'ouvre derrière, Voilà. tu peux le montrer, il s'ouvre, tu peux mettre une Ah batterie. ouais, il s'ouvre, alors tu l'ouvres. Ah voilà, ça c'est pas iPhone par contre, tu l'ouvres comme ça. Ah ouais. Voilà. Il faut leur dire Ça Apple m'aide. on peut changer la batterie facilement. Regardez. On elle est peut super changer la bien. batterie très facilement, mais c'est du plastique hein, le dos, hein. Voilà, Bon. c'est pas du verre. Je voulais vous dire au revoir parce qu'on m'attend, j'ai une interview à faire et tout ça, donc on se voit la semaine prochaine. Salut Cédric, à la semaine À prochaine. bientôt. Bye bye. Monsieur X, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors moi les coups de cœur j'en ai 2. D'abord parce que c'était le sujet du jour. Un revendeur, parce que c'est vrai que, bon, même si Apple et les revendeurs n'ont qu'une relation commerciale et que ces relations commerciales sont tendues en attendant, bah, ces revendeurs ont beaucoup aidé Apple et ont beaucoup servi les clients Apple. Je pense notamment à un qui est peut-être pas APR, mais qui est un revendeur professionnel avec qui j'ai adoré travailler, qui s'appelle EasyMac à Caen, et je les salue si jamais ils nous regardent. Et puis mon coup de cœur produit, eh ben, c'est un logiciel qui m'a été recommandé par un ami et collègue qui est certainement, on va dire, l'utilisateur de Mac le plus complet que je connaisse et qui s'appelle Sébastien. Il m'a recommandé un petit logiciel que j'ai essayé qui s'appelle Eevee, donc IVI. Eevee, ça fait quoi? Bah, ça fait ce que fait un autre logiciel qui s'appelle Handbrake. Ça vous permet de prendre n'importe quelle... C'est pas bien, monsieur. de prendre n'importe quelle vidéo, Ouais. et puis de la transformer en une vidéo qui est compatible tantôt avec votre Mac, tantôt avec votre iPhone, tantôt avec votre iPad, tantôt avec votre Apple TV. Alors Handbrake évidemment le faisait, mais Handbrake avait au moins 3 défauts. Le premier, il n'est pas en 64 bits, donc il ne tire pas toute la puissance aujourd'hui de Lyon et des derniers processeurs. Son interface, si je me souviens bien, est en anglais, donc c'est pas vraiment un logiciel pour tout le monde. Et puis on pouvait pas véritablement glisser, déposer plusieurs fichiers vidéo qu'on voulait convertir à la chaîne. Donc ça en faisait pas une solution pour par exemple mes parents qui peuvent, je sais pas, prendre 3 fichiers vidéo et les envoyer dans leur Apple TV. Il manquait une solution pour le grand public. Cette solution, c'est Eevee. C'est en vente sur l'App Store, 2,99 €. L'interface est en français. On peut glisser tous les fichiers qu'on veut à la volée dedans. Et les réglages sont d'une simplicité biblique. Ça va très vite. Et en plus, c'est optimisé pour le 64 bits. C'est vraiment le chaînon manquant entre la vidéo et l'Apple TV quand on veut regarder n'importe quelle vidéo sur son Mac, sur son iPhone ou sur sa télé. Voilà. Alors, monsieur X, on ne s'était pas concerté, mais mon compte cœur est tout à fait complémentaire. Cédric, qui nous a quittés lâchement, attend avec impatience l'arrivée de la télé d'Apple. En attendant l'arrivée de l'Apple TV, il y a des solutions qui permettent de regarder aujourd'hui le contenu de son iPad, de son iPhone très facilement, d'autant plus que si vous aimez les grands écrans, alors voilà, c'est quoi ça, messieurs? Regardez, c'est de toute beauté. C'est un magnifique vidéoprojecteur. Voilà, ouais, c'est le dernier né de chez Epson, c'est le MG850 HD, je ne vais pas dire de bêtises. Et particularité, regardez derrière, je vais essayer d'approcher, je ne sais pas si on trouvera une vidéo pour illustrer, mais dans le doute, je vous le fais. Oh, regardez, il y a un tiroir pour mettre un iPhone, un iPad, et puis là, vous avez 2 enceintes stéréo de 10 watts. Bon, vous pouvez brancher de l'HDMI, de l'USB, tout ce que vous voulez. Ça vaut 699 €. C'est donc Epson qui fait ça. On l'a essayé hier, on s'est un petit peu amusé. On a même joué, on peut même jouer à des jeux vidéo, par exemple à FIFA, en utilisant l'iPhone comme manette et l'iPad comme solution de projection. Donc ça permet évidemment de lire l'ensemble de votre bibliothèque iTunes, que ce soit de la musique ou des vidéos, séries et films. Mais ça lit aussi, ça envoie le signal vidéo des applications quand elles sont compatibles. Donc si vous utilisez OPlayer notamment, tous vos DivX, vous pouvez les voir sur votre vidéoprojecteur. Il faut préciser qu'il est HD, c'est du 720p, hein, c'était pas du Full HD à ce prix-là. Mais on a trouvé ça sympa, pour quelqu'un qui ne veut pas s'embêter avec une installation. Et ça nous fait patienter pour l'arrivée de cet Apple TV qui arrivera, j'espère, un jour prochainement. Oui, monsieur X. Un petit complément, j'avais oublié de le préciser. Le logiciel là dont je parle et qui est l'objet de mon coup de cœur, IVI,
peut être couplé à tous les produits Elgato, c'est-à-dire qu'il est optimisé avec les produits Elgato, ces fameux adaptateurs TV, et donc vous pouvez dire... Et les cartes accélératrices. Et les cartes accélératrices, absolument. Donc vous pouvez lui dire, couple-toi à la carte accélératrice ou au tuner Elgato que j'ai. Turbo H264. Absolument. Voilà. Et il va mouliner les fichiers vidéo en provenance de votre produit Elgato et directement. Sans forcément avoir une machine très puissante. Absolument. Très bien. Merci messieurs d'avoir participé à ce déjà 90e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez Alexandre chaque mois dans iCreate bien sûr. Puis on te retrouve aussi sur Technologic, notre ami Benjamin Vincent. On te retrouve dans plein de choses. Hein. C'est ça Alexandre. Exactement, oui, Technologique et oui, iCreate comme tu l'as dit. iCreate, tu es un peu obligé maintenant. Vous retrouvez Monsieur X chaque semaine. Je l'ai mis là. Ouais. Là, moi je l'ai mis là. Chaque semaine dans sa cuisine et également sur Twitter @TrueMrX. Cédric, vous le retrouvez dès samedi dans plein écran. On n'aura pas le sommaire, mais quelque chose me dit que ça a un lien avec les sites de rencontres. Voilà, c'est fait un test, je pense, assez amusant pour lui. On en parlera peut-être un jour. Quant à nous, on se retrouve, j'espère, dès la semaine prochaine. Merci encore pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Et je vous dis, et je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine fois. Bonsoir.